Bonjour. Ah, je vais vous démuter. Ça va aller mieux. C'est la chose et je vais lire mon texte. Ceux qui me connaissent savent que je fais des discours que je lis. Donc, bonjour à tous. Dag iedereen. Bienvenue, welcome à ce premier rendez-vous virtuel du CABQ. Je voudrais d'abord remercier Yves Gilson et un spécial dank aan Wim Dylan d'avoir accepté tous les deux notre rendez-vous. Et puis, attendez une petite seconde. Ici, j'ai un petit problème. Voilà. D'affichage. Excusez-moi, j'étais pas si rapide que ça. Alors oui, donc je vous remercie tous les deux et dank u iedereen pour avoir accepté ma demande de présenter le parcours de vos organisations durant cette pandémie qui nous a tous touchés. On a tous dû s'adapter, nos petites comme nos grandes entreprises ont fait preuve de grande créativité et d'efficacité. Et les ports comme ceux de Montréal et d'Anvers sont des services essentiels. Je me réjouis de vous entendre. On a vécu 5 mois intenses, tout s'est précipité. Je suis curieux de voir comment vos organisations ont mis en place des mécanismes pour continuer de mener à bien leur mission et de servir le public. Vous allez voir, je pense qu'il y a des choses bien intéressantes qu'on va voir. Chacun a vécu sa propre expérience et chacun a à apprendre aussi des choses des autres. Alors avant de commencer, juste quelques mots sur le déroulement. Les présentations et la période de questions ne devraient pas prendre plus d'1 heure. Alors, ce sera à temps pour le lunch pour ceux qui sont à Montréal et à temps pour l'apéro pour ceux qui sont en Belgique ou ailleurs. Vous êtes tous mis en sourdine, sur mute, pour toute la durée de la présentation. On entendra Yves, Wim et moi. Et puis, si vous avez des questions pour nos invités, comme je le disais peut-être tout à l'heure, ça nous fera plaisir d'y répondre. Vous écrivez dans le chat en bas. Chaque outil de clavardage, c'est dans l'outil de clavardage, puis je partagerai avec les invités vos questions après leur présentation. Si vous avez des problèmes techniques, vous communiquez avec Frédéric Lissoire à son courriel coordo@cabq.ca. Donc voilà, ça c'est, je pense, simple. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Yves et puis ensuite à Wim, qui vont vous parler de leur expérience dans leurs entreprises et comment leurs entreprises se sont adaptées à cette situation incroyable dans laquelle nous vivons. Maintenant, je cède la parole à Yves. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à la Belgique, 6 heures plus tard, et bonjour au Québec maintenant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que Pascal, ta photo de présentation est un bon point de départ puisque tu étais passé chez le coiffeur à ta photo de présentation. Puis, comme beaucoup d'entre nous, on a dû attendre d'aller chez le coiffeur, de pouvoir retourner chez le coiffeur une fois le confinement commencé. Alors, bonjour, donc je suis le directeur marketing et les opérations de croisière au port de Montréal. Très brièvement, je voudrais remercier Wim d'être présent parce que nous avons d'excellentes relations entre le port d'Anvers et le port de Montréal, et ce depuis de nombreuses années. Nous travaillons activement en télétravail pour l'instant sur 14 projets, donc ça vous donne une idée du niveau de collaboration que nous avons établi avec nos partenaires du port d'Anvers. Je vais mettre la table rapidement pour pouvoir ouvrir la discussion un peu plus tard sur comment l'APM, donc l'administration portuaire de Montréal, a vécu l'avant, le pendant et comment vivra probablement l'après-COVID-19. On peut changer de slide. Il était une fois, on va commencer comme toutes les belles histoires, il était une fois, comme tout le monde, les premiers signes sont apparus évidemment au mois de février. Et assez rapidement, les gouvernements ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Et au niveau de l'administration portuaire de Montréal, la première grande décision qui a été prise était l'interdiction des voyages professionnels. Pour la petite histoire, nous devions justement être à Anvers la semaine suivante et
toutes nos rencontres dans le cadre d'un grand séminaire, une grande conférence, et toutes nos rencontres ont été évidemment annulées en dernière minute, ce qui a provoqué pas mal de tirages de cheveux de chaque côté, mais on s'est tous confinés entre le 10 mars et le 16 mars, le 16 mars étant la deuxième date importante où l'administration portuaire a informé que tous les employés ne devant pas assurer une présence dans les bureaux ou sur le territoire portuaire devaient travailler de chez eux. Donc, c'est le lancement officiel du télétravail. Et entre le 10 mars et le 16 mars, évidemment, de nombreuses rencontres à plus haut niveau pour organiser tout ce changement de façon de travailler. Entre autres, mobilisation des TI pour préparer le télétravail, évidemment, les ressources humaines qui ont été mises à contribution, mobilisation de la sûreté et sécurité à l'administration portuaire parce qu'il fallait veiller à ce que toutes les cartes d'accès soient arrêtées et seulement ceux qui avaient l'autorisation de pouvoir venir dans les locaux ou sur les territoires, que leur carte soit activée. Et évidemment, mobilisation des services immobiliers qui jouent un grand rôle, évidemment, dans toute l'organisation pratique à l'intérieur des bureaux et sur le territoire portuaire. On est rendu aujourd'hui à 53% de tous les employés de l'APM qui sont en télétravail. Il faut se mettre dans la tête que quand je parle des employés de l'APM, nous avons différents types d'employés. Il y a les cols blancs, il y a les cols bleus. Comme à Anvers et comme dans tous les ports, évidemment, c'est une petite ville. Donc, nous avons par exemple, à Montréal, des employés, des cheminots, des conducteurs de train, mais nous avons des électriciens, nous avons des personnes chargées de la maintenance des quais. Donc, nous avons des gens qui sont automatiquement obligés d'être sur le territoire portuaire. Et si on enlève ces gens-là qui représentent 47% des gens qui sont sur le territoire, en fait, aujourd'hui, au moment où on se parle, on a à peu près 14% des employés col blanc, je dirais, qui sont physiquement sur le territoire ou dans les bureaux du port de Montréal. Okay. Donc, les ressources humaines ont évidemment orchestré toute l'organisation pour les employés pendant cette période et continuent à le faire. Autour de 3 axes. Le premier axe a été d'assurer la continuité des opérations. Quand on dit mise en place du télétravail là où c'est possible, mais il faut réaliser que si les cadres avaient du matériel et la possibilité de travailler à distance, les assistantes, par exemple, elles n'avaient pas cet outillage et d'autres personnes. Donc, le premier réflexe a été évidemment d'acheter des ordinateurs portables pour que tout le monde puisse être opérationnel à partir de chez soi et évidemment de mettre en place toute l'infrastructure technologique qui va avec. Je pense qu'aujourd'hui, pas mal d'entre vous, vous êtes familiers avec les téléconférences, que ce soit Teams ou que ce soit Zoom. On a été très rapidement mis au courant, puis de nouveau, les cadres étaient pas mal familiers avec les outils, mais il a fallu des formations sur le télétravail, ce que les ressources humaines ont organisé. Au niveau très concret, réaménagement des horaires de travail et des pauses des cols bleus, des professionnels et des employés du ferroviaire pour favoriser la distanciation. On ne pense pas à tous ces détails-là, mais on se rend compte par expérience qu'il faut changer la manière dont les gens vont se croiser pendant une journée, ce qui a évidemment demandé beaucoup de réorganisation. Plan de pandémie, procédure d'intervention en cas d'un employé infecté. Et surtout, c'est le dernier point qui est important. L'administration a mis sur pied un comité de retour vers la normalité
Et ce comité est composé de personnes qui sont, donc d'employés, qui sont à la fois dans la haute direction, mais également de tous les horizons. Donc, on parle aussi bien des cols blancs que des cols bleus, des différentes directions. Et c'est ce comité-là qui pilote le retour éventuel des employés vers les bureaux de l'administration portuaire. Le deuxième axe, c'était évidemment la protection de la santé et de la sécurité des employés. Alors, comme dans tous les bons plans, évidemment, il y a eu des communications, des directives, l'interdiction pour les visiteurs ou les entrepreneurs de venir sur les lieux de travail, sauf évidemment exception approuvée par la haute direction, pas de voyage d'affaires, le respect des consignes de la santé publique. Ici au Québec, c'est la santé publique qui dicte la manière dont les organisations doivent se préparer et la manière dont les employés, les ouvriers peuvent réintégrer les lieux de travail. Évidemment, changement dans les bureaux, puisqu'il a fallu installer des plexiglas. On avait fait les rénovations dans les bureaux avec des aires ouvertes, un peu comme à Anvers. Et là, on se rend compte que les aires ouvertes deviennent des aires fermées par la force des choses, mais au moins c'est du plexiglas et les gens pourront avoir un peu de lumière. Consignes d'utilisation, masques de protection, la mise en place des cliniques virtuelles d'ergonomie, parce qu'il faut quand même songer aux employés qui sont à la maison et qui n'ont pas nécessairement tout le matériel ergonomique pour pouvoir travailler de manière confortable. Et l'acquisition de bracelets comme solution intelligence pour la distanciation physique. Donc, ce sont des bracelets qui seront donnés aux employés qui vont rentrer dans les bureaux et qui indiquent dans le fond quand deux personnes sont trop proches l'une de l'autre. C'est une solution qui a été déjà testée par ailleurs et je sais que dans différents ports, cette solution a été testée notamment au niveau des opérations des débardeurs. Le troisième axe, c'est l'action de soutien aux employés. Alors, c'est important de garder le moral et de donner aux employés, évidemment, tous les outils pour pouvoir passer à travers ces moments-là et surtout de pouvoir s'organiser pendant la semaine. Nous avons eu la chance que l'administration portuaire nous a ouvert un outil de télémédecine, Dialogue. C'est un service qui est offert à tous les employés et peu importe le type de maladie ou de demande qu'ils ont, il y a un seul centre d'appel et à partir de là, l'employé est mis en contact avec un médecin ou avec un spécialiste, peu importe, évidemment virtuellement, mais ça a permis de vraiment abaisser le stress que de nombreux employés avaient de travailler dans des conditions de télétravail. On a un programme d'aide aux employés et à leurs familles, ce qu'on appelle un PAEF. Pendant plusieurs semaines et encore maintenant, ce programme-là a donné des outils additionnels sous forme d'articles, de capsules web. Important les sondages aux employés. Nous avons des sondages régulièrement de manière à sentir le pouls des employés, comment ils sentent, c'est quoi leurs craintes, c'est quoi leur appréhension, comment ils vivent le télétravail. On a lancé un défi, le défi Atlantique. D'ailleurs, le port d'Anvers y a participé. Le principe est assez simple, c'est qu'on demandait aux employés d'indiquer le nombre de minutes qu'ils faisaient des exercices tous les jours et ces minutes-là étaient additionnées et permettaient à un navire virtuel de partir de Montréal pour rejoindre le port d'Anvers. Et évidemment, le port qui a eu le plus de rapidité et donc les employés qui ont fait le plus de minutes d'exercice physique
ont évidemment remporté une victoire tout à fait virtuelle. C'était plus une manière de garder les troupes alertes que de vouloir absolument gagner. Mais ça a été très apprécié et ça a été une belle façon de tenir les employés occupés. Cours d'activité physique également organisés de manière virtuelle. Alors, le point le plus important, je pense, et on en discutera, c'est le lancement de la charte de conciliation famille, vie professionnelle et travail. Je dis que c'est important parce que ça a eu des effets extrêmement positifs et ça a été un accélérateur de plusieurs mesures qui étaient en gestation au sein des ressources humaines pour introduire le télétravail et les horaires flexibles dans les conditions de travail de l'administration portuaire de Montréal avant la COVID. Donc, ça a été vraiment un accélérateur. Et enfin, bon, l'administration portuaire a envoyé à chaque employé 4 masques lavables, ce qui a été un geste très apprécié, surtout en début de pandémie. Alors, pour ce qui s'en vient, c'est-à-dire demain, en ce qui concerne l'administration portuaire de Montréal, le gouvernement du Québec autorise les entreprises à faire rentrer 25% du personnel. Au niveau de l'administration portuaire, on a décidé d'attendre que ce niveau soit porté à 50%. Ça, pour différentes raisons, dont la principale, c'est qu'à 25%, on se sent seul, à 50%, on est à peu près proche de la situation actuelle si on considère, comme je l'ai dit en début, l'ensemble des employés où on est à peu près 53% d'occupation. Évidemment, les aires de travail sont complètement réorganisées, les salles de conférence également. Ceux qui vont rentrer verront de la signalisation au sol, les panneaux de rappel, des mesures sanitaires. Masque en tout temps, à partir du moment où l'employé se lève de sa chaise et s'en va chauffer son lunch au micro-ondes, le masque sera obligatoire. Et l'introduction des horaires flexibles et du télétravail partiel, donc ce qui sera inscrit dans les conditions de travail, c'est la possibilité pour ceux qui peuvent le faire d'avoir 2 journées de télétravail par semaine, mais également la possibilité d'accumuler une demi-heure chaque jour pour avoir tous les 9 jours droit à un jour de congé. Ça, c'est parmi certaines des mesures qui seront mises en place de façon définitive. Les modes de travail, comme on le fait maintenant, des rencontres virtuelles, des conférences virtuelles, et évidemment beaucoup plus d'outils permettant une collaboration à distance ou en ligne. Ça, c'est inévitable. Et le grand défi de demain, c'est de s'assurer de conserver le sentiment d'appartenance des employés, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Travailler à distance sans avoir de contact avec ses collègues et imaginer quelqu'un qui vient d'être engagé récemment, mais qui n'a pas encore eu l'occasion de mettre les pieds dans le siège administratif ou de rencontrer des collègues des autres départements de manière physique. Ça pose un problème vraiment d'appartenance à l'organisation. Et donc, j'en ai parlé évidemment avec les ressources humaines. Pour eux, c'est important qu'on puisse à un moment donné revenir quand même de façon partielle ou de façon définitive dans les bureaux. Il n'y a rien de tel que le contact humain. Donc voilà, c'est mis la table pour la discussion. Maintenant, je vais laisser la parole à Pascal. Oui. Juste, merci d'abord Yves. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe et qu'on n'est pas tout seul dans nos organisations. Et puis, alors, j'ai bien hâte maintenant d'entendre Wim parler. Dank u. Et puis, nu Wim Dylan Voorhaven van Antwerpen. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de pouvoir vous adresser et d'être invité ici aujourd'hui. Je vais quand même, si vous me permettez,
continuer en anglais, ce qui est un peu plus facile pour moi. J'espère que ça ne pose pas de problème pour vous. In Antwerp, I think it's quite obvious. We encountered similar things, and we took similar actions, many of which are totally comparable. Next slide, please. But what I would like to say is what is for sure is that it's a worldwide problem. We are all in it together, and the solution of the problem will be a total solution for everybody. As long as the COVID virus has not been, let's say, successfully addressed, we will continue to be in this difficult situation on a global scale. That being said, also in the port of Antwerp, a little bit earlier even than our friends on the other side of the Atlantic, were confronted with, let's say, a lockdown that had important consequences on our operational mode. First, like the Port of Montreal and all ports in the whole world, it was crucial that we would keep our port open. Let's not forget that during this lockdown, the supply of the bare essentials, food, drink, medicines, medical equipment, needed to be transported into the hinterland, not only for Belgium, for all of Europe. So keeping open this port was our first and only goal at that moment. We needed to make sure that the port of Antwerp would stay operational. It was helping us that, like in many other countries, ports and hubs and transport means were considered critical infrastructure. I think it's exactly the same in Canada or the US or whatever, but it helped us to keep the port operational. For those who know, the port of Antwerp is different in the sense that it's not only the port of Antwerp, but we share the River Scheldt with our neighbors in the Netherlands. So it's not only a multidisciplinary task force that needed to be created to address the crisis, it's also a cross-border management team. But we successfully created this task force with all the main stakeholders in the port organization, the terminal operators, the tugboats, the pilots, anybody was involved. And together, we succeeded in keeping our port operational because we immediately started monitoring all the day-to-day operations. Wherever there was an issue, we adapted our measures. We created uniform measures across the whole supply chain. We created green lanes to ensure that the products that were discharged in the port quickly and smoothly reached the hinterland. And also we made sure that at the same time, not only the continuation of the port was secured, but also that the people of all these organizations were safe. That was, let's say, we didn't want to make any compromise on that. I'm glad to say that, in fact, this attitude helped us. There was a big, let's say, team effort. And also very important was that we communicated in a very uniform and coherent way. It's extremely important with so many actors that you communicate all this in the same way. So the Port Authority was, let's say, more or less a natural leader in this process. And after all of these months, 6 months now, we can proudly say that up till now, we haven't lost 1 hour of operations due to COVID-19. So that's the positive side of it. It took a lot of effort, but it was well worthwhile.
With regard to the staff, the Port Authority's staff itself, that's our personal responsibility. I want to mention that teleworking was already introduced before COVID-19. Basically, all of our employees, our white-collar employees, are entitled to work a certain number of days per week from home, if they choose to do so. On average, we have roughly 100 of our 1,600 headcount, roughly 100 people working from home through internet and teleworking and etc. But all of a sudden, we were confronted in the beginning of March when the lockdown started. All of a sudden, that number increased tenfold. All of a sudden, the bulk of the people, at least those that didn't need to be in the port itself, started working from home. And you need to have, let's say, the capacity with your IT systems, the capacity to do so. Luckily, in fact, as this chart shows, going from 59 to the highest number 727 proved to be no problem at all. We were very pleased to see that within a matter of days, everybody was very well accustomed. Everybody who was obliged to work from home, teleworking was not only a decision of our company, it was on a national level. And basically that worked very well. We had the IT systems to do so. We already, at the Port of Antwerp, everybody has a laptop, so that is not a problem at all. It went very smoothly. It was well taken care of. I think it improved the quality also and the efficiency, because I want to salute the staff of the Port of Antwerp and other companies, because in these difficult times, I think everybody made a special effort. We noticed that people were even working harder than otherwise, not because they worked home, but everybody realized this was a serious moment, a crisis really, and it was all of our job to keep that port operational. So that was a very nice thing to see. That being said, we carried on for several weeks and months in this way until before the summer holidays in the beginning of June. There was an easing of the measures, and all of a sudden teleworking was not obligatory anymore. We could welcome people back to the port office. But we worked out a system of teams, an A and a B team, because we realized that having everybody over all at once would be a very big challenge to keep that social distance, which is so crucial. Now, in the next slide, it's a very simple slide, you will see we developed a very nice app, which we call Chairman. And it's Chairman, not the chairman of the board. It is, in fact, an app that we use to book our chair. So in order to keep everybody safely at a safe distance from each other if they work at a port house, you have up front, you have with this app the possibility to book your designated seat at the designated place where you want to sit. Obviously, first come, first served, but only 50% of the people are allowed in our offices at that moment, and the chairman was a perfect app to make those bookings. So it worked very well. From day one, it was a known invention of our IT department, and it's very practical. You can, up to a week up front, book your office, not office because it's all landscape, but your desk safely at a safe distance from your colleagues that are in the building. So luckily, we had a second wave. Many of you realize that. And again, here in Antwerp, things got worse.
And again, people were forced to telework completely. The situation today is that we will return to a more normal situation as of next week. So people will be allowed to come to the office, providing they book their seat with the Chairman app, but nobody of our staff is really obliged to come to the office still. And we predict that will last at least until the end of the year. Anybody who feels uncomfortable of coming to the office, providing they can do their job from home, are allowed to do so. So it has to do with the fact that we don't want people to feel uncomfortable, but also with the fact that if everybody would come at the same time, it would be impossible, practically impossible, to seat everybody unless you are seated very closely to each other. So that is being taken care of. As of next week, after the second wave, we expect people to come back to the office at least partly. What we also did, apart from all the measures as indicated by Yves in Montreal, we also created, let's say, the possibility for our employees to, if they had, let's say, stress feelings, or many of our colleagues were in the beginning very much afraid. The future didn't look that bright at that moment. So we had two, let's say, helplines created, one with our medical staff of the HR department, but also with an independent medical consultant. You can imagine that some people perhaps would not feel comfortable to share their deepest thoughts with somebody of the company itself. So the possibility existed both ways. I think we cannot underestimate the pressure and the stress that has been put on many of us, especially if you realize that many of the younger colleagues had to stay at home with their family, work, ensure the study of their children, or if they were smaller, make them feel, let's say, help them play or whatever. So it was a big stress for everybody, and I can imagine that especially our younger colleagues passed a difficult time. Luckily, that's over. Schools will open next week. We keep our fingers crossed because we don't know at the end of the summer holidays whether or not we will see a new spike or rise in the figures. Today, they are decreasing very much. So in conclusion, do we know what the future will bring? I think perhaps it's fair to say that we will continue to be confronted with this COVID virus for a while still. We don't have a crystal ball as in the picture, but we imagine that things will take a while before a real serum has been created that can be distributed to all people. So it will take a while. We will keep on being confronted with this, and that's the way of life for the time being. The future, however, and that's the next slide, how will the future look? I think what we have learned from teleworking and distance meetings, virtual meetings, all of this also showed a large degree of efficiency. I think teleworking and virtual meetings, webinars, is something that is going to stay. It's not going to go away. The reality, the new reality will be different compared to the pre-COVID era. Also, I think what we definitely see is that there is an increased interest in further and extreme digitalization, robotization, to cut out as much as possible the human factor. At the end of the day, all of this crisis is a human crisis.
So basically, if we can be sure of a few things, it has to do with the fact that teleworking and virtual meetings are there to stay, will continue to be implemented perhaps even more. Digitalization, robotization, automatization is definitely also there. And at the end of the day, let's also realize that out of all of this, one big lesson learned is that perhaps we need also to rethink a little bit the globalization as it was. I don't think it will go away. The globalization is not altogether negative, but I think some of the extremes need to be cut out. We will redesign supply chains in the future. That is what you will see in the next coming years. There will be a lot of risk management to create more resilient supply chains, nearshoring, reshoring, whatever. I think it's safe to say that the world will change after this crisis. It will not be back to the old normal. And I think that's a positive thing because it also creates a lot of opportunities. So in conclusion, the port stayed operational. We were in constant contact with our dear friends like the Port of Montreal, whom we work together with very exclusively. We took care of our people, and we look with confidence towards the future, even if it's a difficult period. Thank you very much. Alors, merci Wim, et merci Yves. C'était vraiment intéressant de voir qu'on n'est pas tout seul, que même des grandes organisations comme les vôtres se sont adaptées. Les TI ont activé très vite leur travail et puis ont su s'adapter. Les ressources humaines aussi étaient là pour backer le côté humain de ces changements. J'ai entendu dire il y a quelques semaines quelqu'un qui disait qu'en quelques jours, on a fait des progrès qu'on aurait dû faire en quelques années. Et comme Wim le disait, certainement que beaucoup de choses vont rester. On a testé de nouvelles manières de travailler. On a bien hâte aussi de se voir en personne et puis de repartager une autre manière de réseauter et de travailler, et puis aussi de se sentir bien avec son entreprise. Alors, je voulais savoir s'il y avait quelques questions. Je regarde. Non. En fait, oui, il y a une question, c'est comment procéder au niveau de la confidentialité. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. J'avais un peu la même genre de question, c'est comment les employés réagissent, par exemple, au port du bracelet, des choses comme ça. Donc, comment est-ce que on peut se sentir par rapport à la confidentialité, et puis est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour respecter la confidentialité dans vos entreprises? Est-ce que... Moi, je peux répondre peut-être au niveau de l'administration portuaire. On a toujours une politique qui autorise une personne qui n'est pas à l'aise avec une décision de ne pas participer à cette décision. Au niveau du bracelet des employés, écoutez, c'est quelque chose qui a été commandé. Ils sont arrivés à l'administration, mais pour l'instant, le nombre d'employés col blanc, on va dire, qui sont dans les bureaux, je l'ai dit tout à l'heure, ça représente à peine 14% de l'ensemble des employés. Donc, c'est quelque chose, le comité de retour au bureau, à la normalité, je vais dire, a ça dans ses fonctions, c'est de déterminer comment vont être distribués les bracelets, et admettons qu'un employé ne veut pas avoir ce bracelet-là, quelles seront les mesures qui seront prises? On ne parle pas de renvoyer l'employé, etc. Au contraire, on va trouver un moyen de mitiger, si vous voulez, les différentes mesures. Mais en règle générale, par expérience, au niveau de l'administration portuaire,
il est vraiment exceptionnel que des mesures soient prises contre le gré de l'employé. Je n'en connais aucune. Donc, on recherche toujours l'accord. J'ai vu qu'il y avait une demande sur la protection des données. Les systèmes aujourd'hui qui sont mis en place, c'est sûr que, je parlais d'un point de vue TI, les systèmes de sécurité qui sont mis en place ont été renforcés. Sont renforcés depuis le mois de janvier, d'ailleurs, même avant la COVID, parce que la cybersécurité n'a pas attendu qu'il y ait des attaques pour renforcer les défenses. Donc, c'est un souci, je ne suis pas un spécialiste en TI, mais c'est un souci qui est toujours présent. Et d'ailleurs, plusieurs des projets avec lesquels nous travaillons avec le port d'Anvers ont trait à l'innovation, à la sécurité des données. Et donc, ce sont des pratiques que l'on échange avec notre partenaire d'Anvers. Ce sont des projets qui sont en cours avec même d'autres ports. Donc, c'est vraiment une question qui est au cœur vraiment des réflexions, que ce soit au niveau des administrations portuaires en Europe ou en Amérique du Nord. Oui, et puis si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est des questions qui sont essentielles, même au niveau beaucoup plus large, hein, de la gouvernance numérique et de la protection des données. C'est quelque chose de très actuel que tout le monde devrait être conscient de ça. Win, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant la confidentialité? Well, being in Europe, we have here in Europe a very strict GDPR legislation, which is aiming at protecting the privacy of people. So I fully concur with the philosophy of that, but we also need to, in moments of crisis, we need to make a choice between absolute privacy and security or safety. And what is at that moment most important should prevail. I think at the beginning, there was some hesitation with regard to the blue-collar people, because in Antwerp, it's not the white-collar people that needed to wear a bracelet. We are trying to implement it in the blue-collar side, because if you are together on a tugboat or if you are mooring a ship together, you are sometimes close to each other, and it helps people of staying further away from each other. That being said, I think at the end of the day, all these tools should be designed as such that they guarantee indeed the privacy of people. The purpose of the tool is not to control people. The purpose of the tool is to create safety for the people. And that being said, I'm convinced that in times of crisis such as these, people acknowledge the necessity of let's say, being protected. It was not welcomed with open arms, but it was accepted because it was not only important for yourself, but also for your fellow colleague. And at the end of the day, we are taking care not only of ourselves, but for our friends and neighbors and families too. Oui, tout à fait, merci. Il nous reste en fait peu de temps là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les écrire dans le chat. En fait, moi j'avais aussi une petite question pour vous, Win, concernant l'application Chairman, que je trouve bien intéressante. Est-ce que vous l'avez développée au port ou elle existe et vous l'avez adaptée? Non, c'était quelque chose que notre département IT a développé dans un jour. Ah oui. Ils ont fait, donc ça n'existait pas, mais étant donné comment s'adresser ce problème de maintenir la distance sociale au même moment que d'inviter les employés à nouveau au bureau, c'était quelque chose d'important. Et nos collègues d'IT, ils ont fait un fabuleux job de créer ça dans une seule journée. Ben oui, chapeau.
Si je peux ajouter quelque chose, bon, d'une part, oui, mais on va s'en reparler parce que je pense que c'est intéressant pour le port de Montréal. C'est le genre d'initiative qui a été vraiment, on parlait tout à l'heure d'accélérateur d'innovation et d'accélérateur de changement. C'est sûr que la COVID a soudainement mis les gens en face de situations devant lesquelles ils ont dû réagir très rapidement. Ça, je trouve que c'est vraiment un excellent exemple d'outil pratique qui a été mis en place. Au niveau du port de Montréal, on a été mandaté également pour développer une application qui permet de déterminer dans les conteneurs, quels sont les conteneurs qui doivent être traités en priorité parce que je veux dire en anglais, supply, des medical supply, c'est ça, du cargo très important pour la santé ou pour les entreprises. Et donc, on a atteint un autre niveau dans la manière intelligente de traiter les cargos et de traiter les conteneurs. Tout ça pour dire que oui, il y a eu des effets qui ont été extrêmement positifs dans la manière dont on change les habitudes de travail. Et ça va rester, c'est implémenté dans les directives. La manière dont on réorganise le temps et la possibilité de réserver des espaces de travail, la manière dont on réorganise tout l'aspect opérationnel d'un port, que ce soit via des applications qui nous permettent d'aller chercher les biens essentiels ou via d'autres applications. Tout ça, Pascal, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été projeté là-dedans et qu'on a fait des avancées qui probablement auraient pris 1, 2, voire parfois 3 années pour être mises en place. Oui, mais alors une petite dernière, en fait, avant de conclure, et c'est plus pour revenir au côté humain, c'est le côté motivation. Yves, tu en parlais au port, vous avez toutes sortes de mesures. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très difficile particulièrement pour certaines personnes qui sont chez eux, qui doivent s'occuper de leurs enfants, qui ne sont pas forcément installés non plus, parce qu'on a des appartements qui n'étaient pas prévus pour avoir des bureaux. Alors, il y a des programmes qui sont installés chez vous et aussi au port d'Anvers, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous vient à la tête, qui manquerait ou qui peut-être sont encore en cours? Bon, parce qu'il y a le retour au travail, mais ce n'est peut-être pas à 100%. Il y a des gens qui vont devoir s'adapter. Yves, on en avait parlé, toi et moi, au niveau, par exemple, juste de l'espace chez soi. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus, chacun? Ben, je vais peut-être rapidement répondre. C'est certain qu'il y a des personnes, et puis je suis parmi ces personnes-là, puisqu'on est entre nous, on va se dire les vraies affaires. Je suis dans le cas où mon épouse est en télétravail, elle est indépendante depuis toujours, et on a un appartement qui ne permet pas réellement d'avoir 2 bureaux avec pour 2 personnes qui travaillent tout le temps ensemble. Donc, il y a 2 choix qui s'opposent. Ou bien il faut chercher plus grand, ou bien il faut retourner dans le bureau du port. Donc, dans mon cas, j'ai la chance vraiment d'être très proche de l'administration. C'est à 4 minutes en voiture. Donc, au moment du retour, de la possibilité du retour au travail, probablement que je vais lever ma main en disant, moi, ça m'intéresse de pouvoir revenir dans mon bureau. D'autres personnes de mes collègues qui ont des enfants et qui ont un espace grand et ont pu s'installer un bureau, eux vont décider que le télétravail est plus intéressant pour eux. Je sais que j'ai vu une petite demande au niveau du rendement. Assez étonnamment, moi j'étais convaincu dès le départ, tous
les données qui ont été récoltées montrent que les gens sont beaucoup plus productifs en télétravail. Ouais. Ça a été toujours une grande crainte des organisations avec le principe que quelqu'un qui est en télétravail va en profiter pour faire la cuisine, faire son lavage, alors que c'est complètement autre chose qui s'est passé. Premièrement, en télétravail, on va se le dire, on est moins dérangé par des choses qui sont beaucoup plus social, comme le collègue qui va passer dans le bureau, qui va te prendre 5 minutes pour jaser du match de hier soir, ou le fait de se déplacer d'une réunion à l'autre, de prendre son lunch, non pas 1 heure, mais 1h15. Enfin, il y a un tas de choses qui font que ça fait partie de la vie sociale, mais ça n'existe pas en télétravail. Ouais. Donc, honnêtement, on est concentré sur son travail et on fait en une journée beaucoup plus que ce qu'on aurait fait si on était au bureau. Ouais. Donc, je pense que les organisations aujourd'hui n'ont plus à mettre cet argument-là sur la table. Et donc, oui, le rendement en télétravail est quelque chose qui est prouvé maintenant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'administration portuaire a été beaucoup plus rapidement en intégrant la possibilité pour les gens d'avoir 2 journées de télétravail minimum par semaine. Je vais demander à Wim si vous avez le même sentiment aussi que l'efficacité est accrue, enfin en tout cas ne souffre pas du télétravail. Yes, I think I can safely say that is the case. I have a number of people reporting to me, and without any exception, I saw that they did at least, if not more, than what they should have done. So from that perspective, it was only perhaps sometimes outside the working hours. Because if you have small children at your home you have to take care of, then perhaps you prefer, once they go to sleep, to work a few hours. But the job was done. I think it's old school. Personally, according to me, I think it's old school thinking that people should work from 9 to 5. So from that perspective, I think that freedom of composing your day, your schedule yourself, is much more attractive for a younger generation than it was for the older. I want to emphasize 2 things, however. First, it also had a very positive impact here on the environment. The mobility issue was all of a sudden solved. There were far less, if any, traffic jams. And basically, what is the purpose of somebody going to an office and being in a car for 1.5 hours in the morning and 1.5 hours in the evening? All that time, all of a sudden, became free. People really appreciated it, but the lucky upside of it was also that the air was fresher and that the stress was less in that respect. Last but not least, I think I would like to mention that will it become 100% teleworking? I don't believe. No. A human being is a social animal. We need to be close to each other. We need to speak to each other. We will continue to come to the office perhaps in other working hours or other schedules, but still, if this COVID is passed away, I think we will find the ideal way of working, of finding that balance of teleworking at home with working at the office. It's not going to black or white, it will be gray. And I think that's a very positive evaluation. Tout à fait. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Wim et merci beaucoup Yves. Ça va, c'est le petit mot de la fin. Alors, juste un petit mot. Ben oui, d'abord, il est temps de clôturer ce rendez-vous du Cercle d'affaires Belgique-Québec à l'intention de la communauté d'affaires belgo-québécoise. Petite mention, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez devenir membre du CABQ en allant sur le site web cabq.ca.
tout simple. Et puis, en attendant de retrouver nos activités sociales plus humaines, où il y a plus d'échanges, plus de réseautage, nos 5 à 7 qui étaient très populaires, eh bien, je peux déjà vous annoncer qu'on aura un nouveau rendez-vous virtuel qui traitera d'un sujet qui nous touche tous, c'est comment réussir ces meetings vidéo, comment les rendre peut-être encore plus humains, puis essayer d'aller au-delà de l'écran. Et on a 2 personnes qui vont nous parler de ça. C'est Michel Briteux, que vous connaissez bien, qui est conseiller économique et commercial de la WEX et qui fait beaucoup de photographies et qui avait fait un petit post sur comment faire des belles petites présentations vidéo. Et on aura aussi David Imbert, qui est photographe à l'agence Hans Luca, aussi à l'AFP et Reuters. Donc, tous les 2, ils vont un petit peu nous donner des trucs et puis des façons de rendre les réunions virtuelles plus réelles. Donc, c'est cela. La date est encore à définir. Je vous invite à surveiller notre page Facebook, notre compte LinkedIn et puis notre site web. Je pense qu'il est temps de conclure tout ça. Merci tout le monde. Thank you, Wim. Have a great day. Et puis, bonne soirée. Bon appétit tout le monde. Merci Frédéric, notre coordonnatrice, d'avoir mené ça très bien. Et merci à tous les participants. Vous pourrez lire un compte-rendu sur notre site web d'ici quelques jours. Alors, bonne soirée, bonne journée. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.